Avez-vous remarqué que la peur de la catastrophe fait toujours plus peur que la catastrophe elle-même? Si elle arrive. En effet, il est très rare que ce que l'on redoute arrive réellement. Ou alors si par hasard ça arrivait, il n'y a quasiment aucune chance que ça se produise à l'identique que ce que la peur, l'ego nous avait fait imaginer. Alors bien que ce soit très rare que ce que l'on redoute se produise réellement, ça peut quand même arriver parfois, je vous l'accorde. Et quand c'est le cas, je ne sais pas si ce fut le vôtre, mais dès que la chose redoutée est là, devant nous, menaçante, invalidante ou tout simplement difficile à vivre, il se passe quoi? Eh bien, elle est largement moins terrifiante en vrai qu'en pensée. Et pourquoi? Car nous réagissons, nous agissons contre elle, contre cette intrusion afin de la minimiser, voire l'éradiquer. Nous sommes donc dans l'action, et c'est cette action qui nous sauve. La principale raison pour laquelle l'on n'éprouve pas du tout la même chose quand on est en face du problème et lorsqu'on ne fait que l'imaginer est la suivante. Dans le premier cas, nous avons un but, avec des objectifs pour rectifier une situation bien réelle, qui, même si elle ne nous plaît pas, nous fait souffrir. Elle existe en dur, elle est solide, elle est fixe. Et dans le second, tout se passe là-haut. L'imagination est libre, livrée à elle-même. Elle peut donc imaginer le pire. Et c'est ce pire qui nous tyrannise. Je m'explique. Quand le problème est là, devant nous, nous avons un point de départ et une destination. Le point de départ est ce que l'on vit actuellement et qui ne nous plaît pas. Et la destination est l'éradication de ce problème, ou en tout cas son amoindrissement. Nous voyons, nous ressentons le degré du problème lorsqu'il est devant nous. Nous le constatons. Il est là, il est à un certain stade, et c'est tout. Et là, c'est tangible, solide. On peut œuvrer pour le résoudre. Nous avons la fondation, l'assise nécessaire. Alors qu'en imagination, nous n'avons aucun repère, ni départ, ni arrivée. Ni départ, car étant donné que tout est dans la tête, ce départ n'est déjà pas fixe. L'ego peut lui donner l'allure, l'ampleur, la rudesse, l'hostilité même qu'il souhaite. Mais le pire là-dedans, c'est que tous ces critères de départ sont évolutifs. On peut commencer à l'imaginer comme ceci, et la seconde d'après comme cela, vu que tout est dans la tête et que l'imagination est débridée. C'est comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Ni départ donc, et conséquemment ni arrivée, car le mental étant tellement occupé avec son départ chancelant qu'il est incapable de stabiliser, il ne dispose pas de l'énergie découlant de la stable matrice nécessaire pour imaginer une issue positive, durable, comme on peut tous le faire, souvenez-vous, quand le problème est matérialisé. Et je dis durable, car oui, il se peut que temporairement il trouve des solutions hypothétiques dont la seule pensée le soulage sur le moment. Mais aussitôt, étant donné que son point de départ est vacillant, aucune solution ne peut tenir. C'est comme construire un château sur du sable, c'est impossible, puisqu'à la minute d'après, ce point de départ peut changer, et va changer. Cette tyrannie du mental peut avoir les issues dramatiques que l'on connaît, comme la dépression, l'addiction, la violence, le suicide. Pourquoi? Car étant sans fondation, sans point de départ, le mental va à volo. Il tourne en rond et devient fou, car il n'a aucun point de départ sur lequel travailler, aucun ancrage, car tout est putatif. Mais ce qu'il y a de plus, beaucoup plus pernicieux, est ce que Michel Odoul appelle le processus de libération. Pour faire court, le mental n'en pouvant plus de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, pour ne pas péter un plomb, pour ne pas devenir fou, il s'auto-libère. Il refile le problème au subconscient, lequel, étant un enfant, n'en veut pas non plus, et va le mettre dans une des cases qu'il connaît en fonction de la nature du coup qu'on lui assène, selon ses corrélations à lui, selon une symbolique que lui seul maîtrise. N'oubliez pas que le subconscient croit tout ce que le conscient lui dit. Il n'a pas la faculté de raisonner. Et la case dans laquelle il va ranger la patate chaude correspondra toujours à une fonction, vitale ou non, de notre vie. Autrement dit, il va altérer la fonction vibratoirement la plus proche de la vibration négative que le conscient vient de lui refiler. Je répète. Autrement dit, il va altérer la fonction vibratoirement la plus proche de la vibration négative que le conscient vient de lui refiler. En fait, à l'instar d'une hiérarchie irresponsable où chacun refile le problème à son subalterne, le subconscient, qui ne veut pas plus de cette vibration négative que le conscient n'en voulait, va lui aussi libérer sa mémoire centrale en plaçant ce parasite dans une case bien spécifique. Et comme chaque case représente une fonction, une habileté, une faculté, tout ça va se transformer en quoi? Eh bien oui, en altération de la dite fonction,
en maladie, en blessure, en infirmité, en handicap, en sabotage, quel qu'il soit, de notre santé, de notre validité, de notre vitalité. Voilà pourquoi chaque maladie, chaque infirmité, chaque petit bobo a sa symbolique propre. Rien n'arrive par hasard. Même la moindre petite coupure, son emplacement, sa gravité, ce à quoi nous étions en train de penser quand c'est arrivé, etc., a sa signification. D'où l'importance de cette magnifique discipline qu'est la psycho-énergétique. Et pour aller encore plus loin dans la perniciosité de ce processus, comme si son côté inconscient ne suffisait pas, certains d'entre nous l'aident encore consciemment. Sans vouloir l'avouer, évidemment, l'on invite soi-même la maladie ou l'infirmité, car on sait que lui faire face, une fois qu'elle sera là, sera beaucoup plus simple et surtout moins douloureux que de la craindre. Et ça rejoint ce que je disais au début à propos de la solidité de la fondation, du point de départ. Il est toujours plus rassurant d'acter sur un sol dur que meuble. Je parle ici de maladie ou d'infirmité, mais ça vaut pour n'importe quel coup dur, n'importe quelle mésaventure, n'importe quel conflit. La peur, étant la plus destructrice des émotions, est la responsable de tous les maux de l'humanité. Certains préfèrent donc vivre en vrai les choses négatives plutôt que de les craindre. Résumer cette vidéo en une phrase donnerait « Parfois, on préfère vivre le problème en vrai pour ne plus en avoir peur ». La chose qui arrive fera toujours moins peur que la peur de la chose elle-même, car dès qu'elle est là, pour la plupart d'entre nous, on passe dans l'action. Et quand on agit, on a un but. Et souvent, on ne pense ensuite qu'à ça. On écarte toute autre pensée. C'est bien ce qui prouve que ce sont nos pensées qui nous font mal, car lorsqu'on les limite ou les bloque par l'action ciblée, la tentative de résolution du problème, on a moins mal, voire plus mal du tout. La présence du problème bien réel nous redonne une énergie drainée par une mentalisation non maîtrisée. La présence du problème bien réel nous redonne une énergie drainée par une mentalisation non maîtrisée. Donc pour éviter ce processus délétère du mental, la meilleure façon, une fois de plus, est de ne pas parlementer avec, de ne pas chercher solution à ces extrapolations qui changent à chaque seconde. Empêcher totalement ses pérégrinations en détournant ses pensées, en étouffant son émancipation dans l'œuf. Rappelez-vous toujours que c'est lui qui est à notre service et non pas l'inverse. Pour cela, je vous renvoie à mon livre sur la maîtrise des émotions ici. De toutes les manières, comme dit avant, le mental partira toujours à volo. Et le terme est bien choisi. Pour être allé il y a quelques jours visiter la source de la Seine en Bourgogne, où elle démarre dans un rue d'une eau limpide, buvable et délicieuse, elle se termine par un fleuve plein de merde, je suis vulgaire tant mieux, car grâce à la pesanteur, elle-même corollaire de la loi d'attraction que l'on sollicite lorsqu'on écoute le mental, elle a gagné en inertie, en taille, et surtout accepté et raclé toute la merde qu'elle pouvait racler au fil de son passage. Je vous propose, les amis, de me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner, en pensant à cliquer ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, à commenter avec votre propre expérience de la peur, et surtout votre façon à vous de lui faire face, puis de partager avec tous ceux et celles emplis de peur, et surtout qui les écoutent. Visitez également ma boutique en ligne, didierjérôme.com, où vous trouverez des tutoriels pour vous aider à éliminer tout ce qui fait barrage à votre paix. Avec des livres, bien sûr, mais aussi et surtout des programmes audio guidés par ma voix, où vous n'avez rien d'autre à faire que de vous détendre le casque sur les oreilles. Je vous souhaite de terrifier la peur,